Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, une histoire très triste nous attend. Imaginez le point culminant du monde, l'Everest. Au pied de la montagne survole un hélicoptère, à son bord une fillette de 9 ans, Shriya, partie avec ses parents pour une excursion vers cette montagne sacrée. Ce vol allait devenir le point de départ d'un rêve, mais aussi celui d'une tragédie qui allait bouleverser toute la communauté des alpinistes. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un like sous cette vidéo. Revenons maintenant à notre histoire. Et comme d'habitude, commençons par le commencement. Il y a plus de 70 ans, l'Everest était gravi pour la première fois par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le matériel a changé. L'approche de l'ascension a changé. L'alpinisme dans son ensemble a changé. Seules les montagnes restent les mêmes, toujours aussi fascinantes et dangereuses. Et si, à l'époque d'Edmund Hillary, l'alpinisme en haute altitude était l'apanage d'une poignée de sportifs téméraires et parfaitement entraînés, aujourd'hui, la situation a bien changé. Aujourd'hui, si vous avez ne serait-ce que 100 000 $ qui traînent, même si vous n'avez jamais mis les pieds en montagne et que vous n'êtes pas sportif, mais que vous voulez absolument pouvoir cocher la case Ascension de l'Everest dans votre parcours, vous pouvez vous l'offrir. De nombreuses agences commerciales sont prêtes à vous fournir ce service et vous promettent de vous hisser jusqu'à n'importe quel sommet. Elles vous promettent de tout faire à votre place et presque de vous porter à bout de bras jusqu'en haut de l'Everest. Ce qu'elles ne vous diront pas, en revanche, c'est que depuis le début de son histoire, plus de 320 alpinistes sont restés sur la montagne et environ 200 corps sont encore aujourd'hui impossibles à redescendre. Ces dernières années, la proportion de ceux qui ne reviennent pas a fortement augmenté. Et ce sont justement les alpinistes commerciaux qui en constituent la majorité. Mais malgré cela, les gens continuent de répondre à l'appel de la montagne. Mais venons-en à notre histoire. Shriya Chaklorfin est née à l'ombre de l'Everest, dans la capitale népalaise, Katmandou. Sa famille portait le même nom que la famille royale et jouissait d'un grand respect. D'après les amis de Shriya, son grand-père était un haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères et la demeure familiale à Katmandou se trouvait à quelques rues seulement de l'ancien palais royal. Comme je l'ai déjà dit, lorsque la fillette avait 9 ans, son père a emmené toute la famille au pied de l'Everest, montagne sacrée pour les hindous, et ils ont survolé la région en hélicoptère. Ce voyage a marqué à jamais le cœur de la jeune Shriya et a fait naître en elle le rêve de gravir un jour le sommet de cette montagne sacrée. Voici comment elle s'en souvenait. Le soleil se levait sur l'Everest. Ce spectacle m'a coupé le souffle et je me suis dit qu'un jour, je le ferais. Un jour, je monterais jusqu'au sommet. Mais à peine 1 an après ce vol, alors qu'elle n'avait que 10 ans, son père meurt et la famille déménage à Mumbai. Les années d'adolescence allaient elles aussi se révéler difficiles. D'abord, son frère aîné meurt dans un accident de voiture, puis sa mère s'éteint brutalement. Shriya retourne un temps à Katmandou pour étudier à l'université, mais à 21 ans, elle se fait embaucher comme comptable sur un bateau de croisière et décide de voir le monde. C'est sur ce bateau de croisière que Shriya rencontre Bruce Clorfin, un pianiste talentueux, originaire de l'Ontario. Malgré leurs différences d'âge, de mentalité et de religion, ils décident de se marier. Mais la famille de Shriya était attachée aux traditions
et c'était à sa mère de choisir son futur époux. Avant de mourir, sa mère avait même eu le temps de lui choisir un médecin de Mumbai. Mais Shriya rompt avec toutes les traditions. Et en 2002, le couple se marie. La sœur de Shriya en est si furieuse qu'elle ne lui adressera plus jamais la parole. Après le mariage, Shriya s'installe chez son mari au Canada. À Toronto, les affaires de la jeune femme décollent. Elle se lance dans les affaires, et plutôt avec succès. Shriya fonde une entreprise d'importation de vêtements de marque et ouvre même plusieurs boutiques. En 2011, elle se présente même aux élections législatives canadiennes. Comme le disait son mari, elle était ambitieuse, tenace, et tout ce qu'elle entreprenait, elle le faisait avec passion. Et c'est alors qu'elle annonce soudain à son mari qu'elle compte gravir l'Everest et qu'elle a gardé ce rêve d'enfance intact pendant toutes ces années. Bruce en est surpris, car il n'en avait jamais vraiment parlé auparavant. Une de ses amies se souvient qu'en 2010, Shriya avait soudain voulu s'engager dans l'armée canadienne et même dans une unité combattante. Mais cette idée s'est ensuite transformée en projet de conquérir l'Everest. L'idée de départ était de faire de cette ascension une collecte de fonds caritative pour des enfants malades. Le problème, c'est que Shriya n'était pas alpiniste. Son seul contact avec la montagne remontait à un petit trek au Népal, à 3000 mètres d'altitude. Bref, sans la moindre expérience en alpinisme, sans même être sportive ni particulièrement en forme, elle se met pourtant à s'entraîner avec acharnement. Elle fait de l'escalade et commence le karaté pour se préparer à l'ascension de l'Everest. À l'automne 2011, elle lance un site internet où figurent plusieurs photos d'elle retouchée, la montrant devant l'Everest. Le site proclame son objectif: devenir la première femme canadienne d'origine sud-asiatique à gravir l'Everest. Comme vous pouvez le constater, il devient de plus en plus difficile de battre des records. Le site annonce également une collecte de fonds pour financer l'expédition. Mais en dehors de ses amis, personne ne se précipite pour faire un don. Et comme je l'ai déjà dit, gravir l'Everest coûte très cher. Le Népal demande des milliers de dollars pour les permis, les services des Sherpas, ceux de l'agence commerciale, etc. Pour son expédition, Shriya choisit une agence relativement récente, Utmost Adventure Tracking. Le coût de leur service s'élève à une somme comprise entre 36 000 et 40 000 dollars. Pour l'Everest, c'est un tarif plutôt raisonnable. Mais avec les billets d'avion, l'équipement, la nourriture et l'ascension elle-même, la facture totale avoisine tout de même les 100 000 dollars. Et comme on pouvait s'y attendre, la collecte de fonds est un échec complet. Shriya et son mari doivent alors hypothéquer leur maison pour réaliser ce rêve d'enfance. Cette idée fixe de conquérir l'Everest commence à faire battre son mariage de l'aile. Et Shriya passe de plus en plus de temps chez des amis. Son mari vient malgré tout lui dire au revoir à l'aéroport lorsqu'elle s'envole pour le Népal. Ses amis lui offrent un pull rouge orné d'un drapeau canadien et lui souhaitent bonne chance pour son ascension. Au téléphone, Shriya racontait qu'à son arrivée au Népal, l'agence lui avait dit « On vous apprendra tout, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez d'abord 18 jours de marche jusqu'au camp de base. Et là-bas, on vous apprendra à utiliser les échelles et le matériel d'alpinisme. » Elle arrive au camp de base le 12 avril. Comme la plupart des agences commerciales au Népal, Utmost Adventure ne perd pas beaucoup de temps à vérifier ses L'agence exige simplement un certificat médical, à
attestant de son aptitude physique. Et c'est tout. Comme on le voit, une absence totale d'expérience en alpinisme n'a dérangé personne. Le directeur de l'agence affirme avoir interrogé Shriya sur sa préparation. Voici son commentaire. C'est très important d'être en bonne forme pour grimper l'Everest. Elle m'a dit qu'elle s'était entraînée toute l'année. Elle était en bonne forme. Et au camp de base de l'Everest, Shriya suit effectivement quelques entraînements. Mais le plus clair du temps, les gens ne faisaient qu'attendre, assis, une fenêtre météo favorable. Cette fameuse fenêtre météo qui permet de grimper l'Everest avec un risque relativement limité, ne se présente que quelques fois par saison. C'est pourquoi une foule d'alpinistes s'accumule au camp de base, observant chaque jour la montagne en attendant le bon moment. Shriya appelait presque tous les jours ses amis et son mari par téléphone satellite et se sentait globalement bien. Voici ce que raconte son amie Priya. Elle débordait de vie. Elle était vraiment, vraiment heureuse. Elle m'a dit « Priya, je me vois déjà au sommet. » Le 18 mai 2012, Shriya se lance dans l'ascension finale. Il lui faudra 18 heures pour gravir près d'1 kilomètre de dénivelé. Elle fait partie des dernières à quitter le camp 4, le dernier point avant l'ascension finale. Le soir du 18, elle rejoint la queue de la colonne d'alpinistes et de guides qui serpentent le long de la pente abrupte de la montagne. Cette saison-là, aucune fenêtre météo ne s'était présentée depuis très longtemps et un nombre considérable de grimpeurs s'était accumulé sur la montagne, tous dans l'attente de ce moment décisif. S'ils manquaient cette occasion, ils perdraient leur chance d'atteindre le sommet. Ils perdraient leur argent, des mois de préparation. Certains décevraient leurs sponsors. Et peut-être n'auraient-ils jamais d'autre occasion de leur vie. C'est ainsi que ce jour-là, 500 personnes se sont retrouvées à grimper en même temps. En quittant le camp 4, Shriya entre dans ce qu'on appelle la zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres. À cette altitude, l'air est si raréfié que le moindre mouvement exige un effort titanesque. L'oxygène en bouteille aide à rester en vie, mais il ne rendra certainement pas plus rapide un alpiniste inexpérimenté. L'itinéraire, tracé par Edmund Hillary et Tenzing Norgay en mai 1953, est aujourd'hui très fréquenté. Sur presque toute sa longueur sont tendues des cordes fixes. À partir du col sud, les alpinistes montent sur le glacier, puis avancent péniblement le long de la pente raide de la montagne. De là, à l'aide de piolets et de crampons, ils se fraient un chemin le long de couloirs enneigés jusqu'au fameux balcon, une petite plateforme à 8400 mètres d'altitude. C'est un minuscule lieu de repos, et si certains alpinistes épuisés parviennent encore à l'apprécier, la vue qu'on y a sur les sommets environnants est saisissante. Le balcon est aussi l'endroit où beaucoup d'alpinistes font demi-tour et entament la descente, comprenant qu'il ne leur reste plus assez de temps, ni assez de force pour continuer. Mais s'ils décident de continuer, ils avancent le long de l'arête, escaladant les rochers et se frayant un passage dans la neige jusqu'à la taille, jusqu'à atteindre le sommet sud. Un petit dôme recouvert de glace, à 8750 mètres. L'itinéraire redescend ensuite vers une selle, avant de remonter le long d'une arête de neige effilée, bordée des deux côtés par des apics de 3 km. L'avant-dernier obstacle est le ressaut Hillary, une paroi rocheuse de 12 mètres de haut. De l'autre côté se trouve le point le plus élevé de la Terre, 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer.
c'est le sommet de l'Everest. Ceux qui y parviennent n'y restent en général que quelques minutes, parfois même quelques secondes. Par beau temps, la température au sommet de l'Everest est d'environ moins 15 degrés Celsius, mais à cause du vent violent, elle est ressentie bien plus basse. De plus, les alpinistes sont alors en état d'épuisement physique et de manque d'oxygène. Après quelques photos, ils se dépêchent donc de redescendre. Et le 19 mai 2012, s'ajoute encore une longue file d'alpinistes, voulant, eux aussi, poser un instant au sommet. Cela leur a coûté des forces supplémentaires. Les statistiques le montrent. La plupart des accidents surviennent justement à la descente, quand les alpinistes n'ont plus de force, et surtout, plus d'oxygène. Mais revenons au 19 mai 2012. Voici comment l'alpiniste Ganesh Thakouri, également directeur de l'agence Utmost Adventure, celle avec laquelle Shriya voyageait, se souvient de cette journée. Il y avait des embouteillages dans les couloirs et au balcon. Mon coéquipier et moi avons dû rester debout dans la neige pendant 2 heures, à attendre notre tour pour pouvoir franchir le dernier tronçon. Sur le chemin du retour, j'ai croisé Shriya et ses 2 Sherpas au sommet sud. Il était déjà bien après-midi et nous étions largement en dehors de ce que l'on considère habituellement comme la fenêtre de sécurité pour l'ascension. L'après-midi, le vent sur l'Everest se renforce généralement, atteignant souvent des proportions de véritables ouragans. C'est pourquoi les alpinistes s'efforcent d'atteindre le sommet avant 11 heures du matin, afin de commencer la descente au plus vite, avant que le temps ne se dégrade. Thakouri se souvient avoir supplié la jeune femme de commencer sa descente. Elle était déjà restée bien trop longtemps dans la zone de la mort, et le temps commençait en plus à se gâter. Mais la jeune femme l'a repoussée en disant « Je ne veux pas faire demi-tour, il n'en est pas question. Je monte au sommet. » Voici ce que dit Thakouri à ce sujet. La plupart des clients d'Utmost Adventure signent un contrat stipulant qu'ils suivront les conseils des Sherpas. Mais à 8000 mètres d'altitude, c'est difficilement applicable. Le problème, c'est que si elle n'obéit pas, on ne peut pas la porter de force jusqu'en bas. Shriya n'était d'ailleurs pas la seule à ignorer les conseils des Sherpas ce jour-là. Une jeune Népalaise de 16 ans et un Suisse ont eux aussi décidé de poursuivre l'ascension. Ganesh Thakouri n'est parvenu à convaincre que 3 clients slovaques, qui tentaient de gravir le sommet sans oxygène, de faire demi-tour et d'entamer la descente. Mais envers et contre tout, à 14h30 heure népalaise, Shriya atteint le sommet de l'Everest et réalise son rêve d'enfance. Ses guides, Temba Sherpa et Dawa Tenzing Sherpa, contactent le camp de base par radio juste après 15 heures, heure locale, pour annoncer que le reste du groupe a lui aussi atteint le sommet avec succès et entame la descente. Mais celle-ci ne s'est pas déroulée comme prévu. Shriya progressait plus lentement que les autres, et lorsqu'elle atteint le sommet sud, elle peut à peine tenir debout. Son élocution est confuse, et elle ne comprend déjà plus très bien ce qui se passe autour d'elle. C'étaient les effets du mal aigu des montagnes. L'organisme ne reçoit plus assez d'oxygène, ce qui peut provoquer un œdème pulmonaire, ou, comme cela semble avoir été le cas pour Shriya, un œdème cérébral. Quand la nuit a commencé à tomber, les Sherpas ont tenté, chacun leur tour, de la faire descendre en la soutenant par les bras, car elle ne pouvait plus marcher seule. Mais elle est bientôt tombée dans la neige et n'a plus pu se relever. Ils ont alors commencé à la tirer, essayant de l'amener jusqu'au couloir rocheux, où ils auraient pu appeler de l'aide.
La jeune femme se trouvait sur la montagne depuis plus de 24 heures et respirait déjà sa 9e bouteille d'oxygène. C'est cette charge énorme que les Sherpas transportaient. Shriya en est donc à sa 9e bouteille d'oxygène, incapable de descendre seule. Et le temps commence en plus à se dégrader. John Kedrowski, professeur de géographie et alpiniste originaire du Colorado, faisait partie d'une équipe qui avait renoncé à l'ascension ce jour-là et décidé de redescendre au camp, espérant que les embouteillages se résorberaient le lendemain. En atteignant le sommet du glacier, il aperçoit 8 Sherpas en train d'essayer de faire rouler quelque chose dans la neige. Sur le chemin du retour, tôt le matin du 20 mai, un peu en dessous du balcon, Kedrowski croise Ha Wenyi, un alpiniste chinois qui, souffrant du mal des montagnes, avait perdu tout repère. Il était tombé de la trace dans la neige et délirait. Il avait retiré l'une de ses moufles et souffrait manifestement d'engelure, alors que la température était tombée en dessous de moins 40 degrés. Kedrowski raconte : « J'ai retrouvé sa moufle dans la neige et j'ai essayé de la lui remettre. Mais sa main était gelée, dure comme la pierre. Devenu comme fou, Wenyi a repoussé la moufle d'un coup et le vent l'a emportée. Je suis restée là 1 minute, puis j'ai pris ma décision. Partir. J'ai compris que je ne pouvais rien faire pour ce garçon, mais que je pouvais sauver ma propre vie. » Près des couloirs, Kedrowski aperçoit encore plusieurs corps gelés et accélère sa descente vers le camp. Juste au-dessus du camp, il croise un autre membre de son équipe, David O'Brien. Cette nuit-là, le Britannique O'Brien avait renoncé à sa tentative d'ascension et avait passé des heures à aider d'autres alpinistes à redescendre. Lorsque Kedrowski le rejoint, O'Brien est en train d'aider un alpiniste polonais tombé dans la neige. Il ne lui restait pourtant même pas 1 demi-heure de marche jusqu'à sa tente, mais il n'arrivait plus à avancer. O'Brien a tenté de lui faire une injection de dexédrine, mais le liquide avait gelé dans l'aiguille. Il a finalement été récupéré par des Sherpas qui ont commencé à le tirer vers le bas. Quand O'Brien a recroisé cet homme quelques jours plus tard au camp 3, celui-ci ne se souvenait absolument pas de son sauvetage. L'alpiniste Sandra Leduc, originaire d'Edmonton, avait elle aussi quitté le camp 4 le soir du 19 mai pour se diriger vers le sommet. Elle pratiquait l'alpinisme depuis plus de 10 ans. La première victime de la montagne qu'elle croise ce soir-là, sur le glacier, est une jeune femme que l'on redescend sur une civière à travers le champ de neige. À moitié gelée, elle gémissait de douleur. Plus haut, elle pouvait voir encore 3 ou 4 équipes soutenant des alpinistes au bord de la mort. La scène évoquait les suites d'une bataille médiévale. Plus loin devant elle, elle aperçut 3 silhouettes dans la neige. En s'approchant, elle a compris qu'il s'agissait de cadavres, toujours attachés aux cordes d'alpinisme. Sandra a dû les enjamber, car ils bloquèrent le passage. Voici ce qu'elle raconte. « J'étais en état de choc. Ce n'est pas le genre de chose à laquelle on s'attend. Tous les morts avaient déjà perdu leurs gants. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que l'une des alpinistes, vêtue d'une parka rouge vif, avait encore sa lampe frontale allumée. Et dire qu'il ne leur manquait que 45 minutes pour atteindre le camp où ils auraient été en sécurité. Au moment où Kedrowski croise Sandra, elle-même est déjà en difficulté. Le régulateur de son masque à oxygène avait gelé et l'oxygène ne circulait plus. Elle commençait, elle aussi, à souffrir du mal des montagnes et aurait pu, elle aussi, rester sur la montagne. Mais Kedrowski l'a aidée à redescendre jusqu'au camp 4 et l'a installée dans une tente.
Le lendemain, ils entament tous ensemble la descente vers le camp de base. Pendant ce temps, le corps de la femme à la lampe frontale allumée, celui qui avait tant marqué Sandra, gisait toujours dans les couloirs. Mais tout le monde savait déjà qu'il s'agissait de Shriya. Quelqu'un l'avait même recouverte d'un drapeau canadien. Le 19 mai, les Sherpas qui l'accompagnaient, épuisés et souffrant d'hypothermie, étaient rentrés au camp 4 sans elle. Au lever du jour, au Népal, une équipe de recherche a été constituée. Incapable de déplacer son corps gelé, les secouristes l'ont photographiée pour confirmer son identité. Sous sa parka, elle portait un pull rouge orné d'une feuille d'érable, celui-là même que ses amis lui avaient offert avant son départ. Outre Shriya, 9 autres personnes ont péri ce jour-là sur les versants sud et nord de la montagne. La plupart sont mortes durant cette fenêtre de 48 heures, entre le 19 et le 20 mai. Dans les couloirs rocheux, on a retrouvé le corps de l'alpiniste chinois Ha Wenyi, ainsi que celui de Song Won-bin, originaire de Corée du Sud. Un peu plus haut, sous le balcon, un médecin allemand a trouvé la mort. Et sur le versant nord, ont péri un médecin espagnol ainsi qu'un autre allemand, mort de froid après une chute lui ayant brisé la jambe. Tous ces morts avaient atteint le sommet, mais n'avaient pas réussi à redescendre. Par la suite, les Sherpas sont même parvenus à redescendre le corps de Shriya jusqu'à une zone accessible en hélicoptère, et il a été transporté jusqu'à Mumbai. Cette opération aurait coûté 50 000 $ à la famille de Shriya. Elle avait 33 ans. Alors, de quoi parle réellement cette histoire? D'une obsession pour un rêve? De folie? D'une terrible tragédie? Oui, un peu de tout cela à la fois. Mais ce n'est là que la dimension émotionnelle, la partie émergée de l'iceberg, si l'on peut dire. En réalité, ce drame, comme plusieurs autres cas similaires, a profondément secoué la communauté des alpinistes. Tout le monde comprend désormais que l'alpinisme a considérablement changé. Au début des années 1990 encore, il était pratiquement impossible d'entendre les mots Everest et touriste dans la même phrase. L'alpinisme était l'affaire de professionnels, une sorte de club très fermé. Aujourd'hui, comme on le voit, les montagnes sont envahies par des touristes commerciaux. Les agences de voyage y poussent comme des champignons. Chaque année, le Népal délivre un nombre record de permis d'ascension. Et la tension entre alpinistes professionnels et touristes atteint désormais des sommets. Ce qui exaspère les alpinistes de la vieille école, c'est que les touristes considèrent la montagne comme un simple divertissement, un moyen de gagner des abonnés. Ce qui les agace, ce sont les banderoles accrochées près des tentes, le tapage sur les réseaux sociaux et le fait qu'on connaisse souvent moins bien les grands alpinistes que tel ou tel mannequin photographié au sommet, entouré de Sherpas qui l'y ont pour ainsi dire porté. Mais tout cela, encore une fois, relève de l'émotionnel. Le fait est que des alpinistes mal préparés créent des embouteillages sur le chemin des sommets. Si un alpiniste affaibli se retrouve bloqué à un endroit étroit, et sur l'itinéraire de l'Everest, ce genre d'endroit ne manque pas. Tous ceux qui suivent sont obligés de faire la queue. Et tout le monde ne parvient pas à tenir jusqu'au bout de cette attente. Pour beaucoup, elle sera la dernière. Les alpinistes expérimentés, eux, perdent leur chance de réussir l'ascension, perdent de l'argent, perdent des mois d'entraînement, et ainsi de suite. Un autre problème, tout aussi important, est celui de l'accès à l'ascension elle-même.
Comme on l'a vu dans ce récit, pour gravir l'Everest, il suffit d'un simple certificat médical attestant que l'on est en bonne santé et apte à le faire. Le fait que certains n'aient absolument aucune expérience de la haute altitude ne dérange donc personne. Voilà les problèmes qui existent aujourd'hui autour des ascensions de l'Everest. Et malgré tout, notre héroïne aura réussi à réaliser son rêve d'enfance, même si elle l'aura payé de ce prix. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, ce sera un plaisir de vous lire. N'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je suis sûre que ça les intéressera aussi. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.